Salut tout le monde et bonne année. Oui bon je sais j'avais pas de meilleure façon de vous souhaiter bonne année, mais bon on est plus que début janvier et si vous voulez une meilleure façon de vous souhaiter bonne année, alors démerdez. Oh, je me suis un peu laissé emporter et je devrais arrêter la coke tant que j'y suis. Ah bah, ça fait une résolution de plus, tiens. Non, plus sérieusement, bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo de l'année 2018. Et quoi de mieux pour commencer l'année avec des attentes qui envoient du lourd, du très lourd. Car oui, comme vous avez pu le remarquer, 2017 s'est terminé avec un bilan des plus satisfaisants, mais aussi mitigé. Certains films m'ont bien plu, d'autres étaient sympas, tandis que d'autres étaient soit moyens ou mauvais, même si celui-ci est pour ma part un plaisir coupable. Ouais, 2017 était franchement pas terrible cet été, et je comprends pourquoi certains essayent de se remettre en question. Mais bon, oublions ça et concentrons-nous plutôt sur le présent, à savoir 2018. Étant donné que tout à l'heure je vous parlais d'une fausse résolution d'arrêter la coke, je vous rassure. En passant, je vous parlais de cette coke. Et oui, c'était pas drôle. Oui, c'est un placement de produit. Et oui, je vous emmerde. Eh bien, aujourd'hui, nous allons voir ensemble mes résolutions, ou pour mieux simplifier, mes attentes au cinéma cette année avec 10 films que j'attends en 2018. Numéro 10. L'épreuve, le remède mortel. Pause. Alors, à l'heure actuelle où vous regardez cette vidéo, les films tels que L'épreuve, le remède mortel et Black Panther sont déjà sortis. Étant donné que j'avais tourné cette vidéo et je l'avais écrite bien avant leur sortie, mais je les ai montés trop tard et je l'ai sorti trop tard. Donc, vous aurez au moins juste un aperçu de ce que j'y attends, malgré le fait qu'il soit déjà sorti. Bref, bon visionnage à tous. J'avais beaucoup apprécié le premier volet de la franchise L'épreuve à l'époque de sa sortie en 2014, à savoir Le Labyrinthe. C'était la bonne surprise de l'année, l'histoire était correcte, les acteurs s'en sortaient pas mal, Dylan O'Brien en particulier, et la mise en scène était bonne. Le second film, quant à lui, était sympa, mais vraiment en dessous du premier. Je reproche notamment ses défauts à son scénario, qui était des plus classiques en termes d'histoire d'infectés, de remèdes et de virus. Il avait également des personnages manquant cruellement de développement, comme cette fille dont j'ai pas retenu le nom tant elle n'était pas développée, ou cette dame qui avait un rôle central à l'histoire, mais comme on a eu si peu de scènes avec elle, quand sa mort survient, on a eu tendance à ne pas avoir eu grand chose à foutre. Mais était-il mauvais pour autant ? Eh bien, je dirais que non, figurez-vous. J'aime particulièrement l'ambiance que Wes Ball a choisi d'implanter au film, c'est-à-dire un coup aventure, puis bang, de l'horreur. Je peux comprendre que ça en fasse chez certains, mais moi perso, ça ne m'a pas dérangé, et puis je fais partie de ces gens qui prennent un film pour ce qu'il est, à savoir pas une adaptation, mais un film d'aventure horrifique avec de sympathiques protagonistes. Car oui, je n'ai pas lu le bouquin d'origine et j'ai vu que beaucoup de personnes reprochaient au film de ne pas y être fidèles. Et je suis pour et contre cet argument. Car vous savez, une adaptation se doit de prendre des libertés par rapport à une œuvre d'origine plutôt que de faire un copier-coller de ce dernier. Ça permet par exemple de corriger le support d'origine, voir ce qui peut marcher dedans et pas en film, de l'améliorer en l'exploitant mieux sur grand écran, ce qui en fait le charme au final d'Harry Potter, de Spider-Man ou même d'X-Men. Faire du copier-coller est absolument inutile, parce que d'une, en le faisant, on a droit à des boosts de genre ne cherchant pas du tout à améliorer l'œuvre d'origine, et de deux, tant qu'à faire, lisez-vous l'œuvre d'origine si c'est pour ne rien changer. Mais d'un autre côté, du moins dans ce cas-là, si le film a pris des libertés par rapport à une œuvre d'origine et qu'il en a fait un truc banal, alors que cette dernière avait peut-être un certain potentiel pour mieux exploiter le scénario de manière originale, il n'y a que deux raisons possibles à ça. Soit le film a été réalisé par un yes man fainéant tel Brett Ratner, soit le truc en question est tellement compliqué à adapter en film qu'il ne peut marcher que dans son support d'origine. Mais bon, comme je vous l'ai dit, j'ai pas lu le livre d'origine de la Terre brûlée, donc passons. On en reparlera dans une prochaine vidéo, tiens. Alors, que dire du troisième film ? Ouais, ça a l'air cool. L'histoire est prenante, il y a de bonnes idées, Dylan O'Brien est toujours aussi bon, et le film a l'air même de corriger les défauts de son prédécesseur en y ajoutant plus d'enjeux et même un retour aux sources du premier film. Et puis c'est quand même le dernier de la trilogie L'épreuve, et sachant que la fin du 2 m'intriguait beaucoup, oui j'ai oublié de le préciser, merde, eh bien j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Numéro 9. Black Panther. Honnêtement, et c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai mis en 9ème position,
Ça a pas l'air ouf. Je sais que ces temps-ci, le MCU essaye de se renouveler et essaye même de faire de grands ou bons films plutôt que de faire de simples divertissements sympathiques. Ça a pu se voir dernièrement avec Doctor Strange, étant donné qu'il y avait Scott Derrickson derrière la caméra et non un yes man sans talent comme pour Ant-Man et Spider-Man Homecoming. Scott Derrickson qui est un réalisateur avec du bon comme du mauvais, mais qui tentait des trucs plutôt novateurs, notamment au niveau du visuel qui rappelait beaucoup Inception. Ça a pu se voir aussi au niveau des Gardiens de la Galaxie 1 et 2 où James Gunn s'est complètement lâché, nous offrant sa vision pop et colorée des personnages. Que ce soit au niveau du visuel, au niveau de la narration et surtout son plus grand point, la musique, nous faisant carrément oublier cette merde de Scooby-Doo qu'il a écrite il y a quelques années. Et non, ce n'est pas une blague. Et c'est ce que j'aime bien chez le MCU actuellement. Il donne plus de chance aux réalisateurs de faire leur truc, donnant des films plus marquants et entraînants, au lieu de confier leur projet à des yes man qui font des films certes divertissants, mais aussi oubliables, faut l'avouer. Et pour Black Panther, cette fois, ils sont allés chercher Ryan Coogler, le réalisateur de Creed, que je n'ai pas vu. Faudrait que je pense à le regarder, tiens. Et ça ne m'éclate pas. Non, je vous jure, j'ai regardé le premier trailer et j'ai pas compris le truc, ni l'histoire, ni l'ambiance, ni l'action. Je ne sais pas si c'est dû au fait que je n'ai pas vu Creed, mais en tant que spectateur lambda, ne connaissant pas l'univers de Black Panther ni la patte de Ryan Coogler, c'est un petit peu flou. Mais pourquoi je l'ai mis dans mon top si ça ne m'éclate pas plus que ça? Parce que Marvel. Voilà, c'est tout. Parce que c'est un Marvel et quand les Marvel sortent, je me dois d'aller les voir. Parce que d'une, j'en suis fan, et de deux, parce que je suis curieux de voir comment le MCU font évoluer leurs films ces temps-ci. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, soit j'aurai droit à un bon film se démarquant du reste du MCU avec sa propre patte, soit j'aurai droit à un film sympathique, certes, mais aussi oubliable avec le style habituel du MCU. Véridique le 14 février. Numéro 8. Pacific Rim Uprising. J'avais adoré Pacific Rim, clairement, c'était une tuerie. En même temps, qu'attendre de quelqu'un si talentueux que le maître Guillermo del Toro? D'ailleurs, petite question, vous vous êtes déjà demandé à quoi ressemblerait un film Transformers contre Godzilla? Eh bien, si c'est le cas, regardez ce film. C'est totalement ça le délire. Un univers futuriste, apocalyptique, des mechas, des monstres géants, des combats épiquement hardcore, et franchement, le tout est génial et bien mieux réalisé que ces derniers. Il ne réinventait pas le genre de gros blockbuster d'été mettant en scène les créatures s'affrontant, mais il n'en reste pas moins un génial divertissement qui en met plein la vue et est franchement bien meilleur que ces deux-là. Pacific Rim était clairement un blockbuster intelligent, avec un scénario ayant l'air simple certes, mais qui dans le fond est beaucoup plus. Vous le verrez. Et niveau action, rien à dire. C'est parfait. Toutes les scènes d'action fonctionnent à merveille. Les angles de contre-plongée nous donnant l'immense taille des robots, que ce soit les combats dans la ville, les plans larges pour ce qui est des combats aquatiques, et le tout bien filmé et bien chorégraphié. En gros, un excellent film que je vous conseille. Parlons maintenant du deuxième film. Bon, déjà, je dois préciser que je n'ai pas vu le trailer de ce dernier. Parce que d'une, les trailers de nos jours spoilent de plus en plus les films au point que le trailer lui-même au final est le film. Et de deux, parce que je veux avoir le plus de surprises dedans après un aussi bon film que le premier, dont je n'avais justement pas vu un seul trailer et autre campagne marketing. Ensuite, je sais aussi que Del Toro n'est plus à la réal à cause de quelques problèmes liés à cette bouse de Triple X3 pour être remplacé par Steven S.D. ou D. Knight. Ayant réalisé quelques épisodes de la série Angel, mais aussi de l'incroyablement série qu'est Smallville, ce qui m'inquiète un peu. Mais malgré qu'il ne réalise pas le film, Del Toro reste quand même à l'écriture du scénario, ce qui me rassure quand même. Donc qu'est-ce que j'attends de ce second film? Eh bien, à peu près la même chose que le premier, à savoir un bon scénario, de bonnes scènes d'action bien filmées et bien chorégraphiées, et surtout du renouvellement, afin de ne pas répéter la même erreur que d'autres blockbusters d'été font, à savoir profiter du succès du premier film et de le répéter encore et encore. Mais bon, on connaît Del Toro et on sait qu'il n'est pas du genre à faire ce genre d'erreur. Vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Numéro 7. Ready Player One, parce que merde. Voilà, je vais pas perdre mon temps à vous l'expliquer, ce serait comme perdre mon temps à vous expliquer pourquoi il faut respirer. Numéro 6. Avengers Infinity War. Évidemment,
Évidemment que je devais obligatoirement le citer celui-là. Ça fait maintenant 6 ans que j'attends ça. Car comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis un grand fan des films Marvel et des films de super-héros tout court d'ailleurs. J'ai dit aussi que j'aimais bien la façon dont le MCU actuel se renouvelait, à savoir en laissant plus les réals qu'ils engagent à faire leur truc. Infinity War est clairement dans le délire. Vraiment. Il est dans le délire. Les frères Russo qui ont fait Captain America 1 et 2 remplacent Joss Whedon pour ce 3e film qui a dû se tirer après quelques compromis durant Avengers 2. Ils n'ont clairement pas le même style de mise en scène que ce dernier. Il suffit de voir les 2 premiers Avengers et leurs 2 Captain America pour s'en rendre compte. Mais pour ce 3e film, ils ont l'air de s'être améliorés. En effet, j'ai vu le trailer il y a plusieurs semaines. Vous aurez également remarqué que contrairement à beaucoup de youtubeurs, je n'ai pas pu faire de vidéo réaction à ce dernier. Parce que d'une, ma vidéo de mise au point n'était pas encore sortie, et de deux, parce que je manquais de temps à cause des cours. Mais à présent, vu que ces 2 raisons ne posent plus problème, je vais vous faire un petit résumé de ce que j'y ai compris. Déjà, c'est du sérieux. Le film a l'air de se prendre au sérieux en nous récapitulant ce que les 3 phases d'avant avaient instruit. Puis on découvre ce que sont devenus la plupart des Avengers supposément après Civil War, notamment Steve Rogers et Natasha Romanoff qui sont maintenant des fugitifs, Thor qui se retrouve maintenant chez les Gardiens de la Galaxie, et un Tony Stark ayant l'air de se remettre en question par peur de mourir ou de faire mourir les Avengers, ce qui est peut-être lié à la vision qu'on a eu de lui dans Avengers 2. Ce que j'aime beaucoup aussi dans le trailer, c'est le début, avec chaque Avengers parlant de leur fameux projet d'il y a 6 ans. There was an idea to bring together a group of remarkable people. To see if we could become something more. So when they needed us, we could fight the battles that they never could. Magnifique. On a également droit aux autres personnages de l'histoire comme Peter Parker qui a l'air d'être plus déterminé que jamais. J'aime particulièrement le design de son nouveau costume, à savoir l'Iron Spider. Doctor Strange et ses sbires qui ont l'air de s'allier avec Iron Man, ainsi que Black Panther. Bien que j'ignore ce qu'il vient foutre là, mais son film solo n'est pas encore sorti, donc je dis rien. Et putain de sa race que Thanos a l'air génial. Il est montré comme étant strict, puissant, dynamique et grandiose. Et putain cette phrase... Fun isn't something one considers when balancing the universe. But this does put a smile on my face. Oh oui! Et l'émotion semble aussi au rendez-vous. Et pour en être sûr, j'espère vraiment que certains Avengers vont mourir. C'est étonnant, je dis comme ça, mais en tant que fan de films de super-héros, je m'explique. Je disais que j'aimais bien encore la façon dont le MCU se renouvelait. Mais s'il y a bien un truc avec lequel ils ne se sont pas renouvelés, c'est l'émotion. Le MCU a tendance à plus doser l'humour au détriment de cette dernière. À chaque fois qu'ils essayent de nous faire ressentir quelque chose d'émotionnel, ils te rajoutent une couche d'humour pour gâcher le tout. Sorry. Ouais, vous voyez? Alors oui, c'est drôle, certes, mais est-ce que ça en valait vraiment le coup? Il y aura sûrement 2-3 petites vannes par-ci par-là, obligées pour un film du MCU, mais Marvel, s'il vous plaît, pour qu'on ait enfin un de vos films avec de la dramaturgie, ne faites pas du remplissage avec pour que je puisse enfin pleurer devant. Surtout que vous aviez dit que ce serait le seul gros et unique crossover de votre univers, et donc pour le coup, ça a intérêt à être génial, car si ça ne l'est pas, je ne peux pas vous décrire le sort que je vous réserve. Car 6 ans d'attente depuis le premier Avengers, de teasing, de 3 phases développant tout un univers, ce n'est pas rien. Donc Infinity War, je t'attends de pied ferme. Numéro 5. Jurassic World Fallen Kingdom. Bon, avant toute chose, je dois préciser que malgré tous les défauts que comportait le premier Jurassic World, je l'avais vraiment apprécié. Pardon au passage si j'ai frustré les haters de ce film. Je sais pourquoi certains n'ont pas pu l'apprécier, et il y a même certains points que moi-même je ne pourrais pas laisser passer. Comme les clichés en début de film de l'adolescent tout seul dans son coin et qui veut que de la meuf, le petit gamin tout excité, et la tante qui ne peut pas s'occuper d'eux parce qu'elle a trop de travail. Dit comme ça, vous rassemblez tous ces clichés et ça fait une sorte de téléfilm M6 ou
Eva, tout pourri, enfin vous voyez le genre quoi. Ou encore le combat final entre le T-Rex, l'Indominus Rex et le Raptor. Puis également quelques repompages sur le premier Jurassic Park. Mais bon, qu'est-ce qui a pu sauver ce film malgré ses défauts? Eh bien, les scènes d'action efficaces, notamment celle de l'attaque des ptérosaures, une 3D et effets spéciaux dantesques nous immergeant complètement dans le parc, et j'ai notamment beaucoup aimé le fait que ça soit la love interest du protagoniste qui lui sauve la vie et que ce dernier la remercie en retour, vu que dans la plupart d'autres films c'est l'inverse, enfin vous voyez. Le scénario tombait peut-être dans la facilité par moment, mais il y avait aussi pas mal de bonnes idées. Le deuxième film quant à lui a l'air meilleur. Ce deuxième film est réalisé par Juan Antonio Bayona, qui avait déjà fait ses preuves avec l'excellent The Impossible que je vous conseille. Il a l'air de corriger les erreurs de son prédécesseur, que ce ne soit les personnages qui ont l'air d'être attachants et intéressants à suivre, le scénario qui regorge de bonnes idées, j'aime notamment le dilemme de est-ce que les dinosaures méritent-ils de vivre ou être protégés ou mourir, ce qui donnerait une chouette histoire et évolution de Chris Pratt ayant élevé Blue, le raptor du premier film. On nous montre même ce qui semble être un flashback de l'enfance de Blue, ce qui pourrait apporter beaucoup d'émotions. Le concept de sauvetage des dinosaures a l'air d'être cool aussi. Et putain que c'est bon de revoir Jeff Goldblum dans cette suite. Ça fait au moins un personnage du premier film qui revient. C'est cool, non? Et en plus de ça, il nous sort même sa putain de phrase du premier. Life finds a way. Oh oui. Bon ok, j'arrête parce que d'une, c'est dégueu, et de deux, parce que je ne recycle pas mes vannes aussi. Putain, j'en ai foutu partout à force. Ce second volet est bien parti pour enterrer son prédécesseur, corrigeant ses défauts et ayant plus d'ambition que ce dernier. Et j'ai hâte de voir les nouveaux dinos proposés ainsi que la vision du réalisateur. Et pour finir en beauté... rien à dire. Numéro 4. Les Incroyables 2. Parce que bordel, ça fait des putains d'années que je l'attends. Et en plus Brad Bird est toujours à la réal. Ça ne peut qu'être bon. Numéro 3. Venom. Avant que certains ne viennent m'agresser dans les commentaires, oui, Spider-Man 3 est un bon film et le Venom s'y trouvant est tout aussi bon. Mais comme ce n'est pas le sujet du jour, passons plutôt à son film en question. Faut savoir que le film Venom est un spin-off de l'univers étendu Spider-Man, le Spider-Verse, créé par Sony si je ne dis pas de conneries. J'aime beaucoup le design de la bête se rapprochant beaucoup des comics et Tom Hardy dans le rôle. Ouais, ça le fait. Le mec à la carrure pour bien incarner le personnage et en plus de ça a déjà fait du super boulot en tant que Bane dans The Dark Knight Rises. Même si certains fanboys chipotent encore sur lui pour d'obscures raisons. J'ai vu d'après mes sources que le film allait s'inspirer des comics The Lethal Protector, où Venom fait un pacte avec Spider-Man. Ce dernier lui rend sa liberté à condition qu'il ne commette plus de crimes. Eddie se rend donc à San Francisco, où le parent d'une de ses victimes cherche à se venger de lui. Venom et Spidey s'allient donc pour affronter les symbiotes Scream, Phage, Riot, Lasher et Agony. Il va aussi probablement s'inspirer du comics Planet of Symbiotes, que je connais moins, donc à vous de me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Le film est réalisé par Ruben Fleischer, qui avait auparavant déjà réalisé le film Zombieland, que je n'ai pas vu, donc à vous de me donner des retours. Le film est également classé R-rated, surfant sur la vague de films de super-héros R-rated à succès comme Deadpool et Logan. Il prendra une direction certainement plus sombre et violente qui pourrait être très bien exploitée, surtout pour un personnage comme Venom. Le seul doute que j'ai avec ce film, c'est que s'ils vont s'inspirer du comics dans lequel Spider-Man est présent, comment vont-ils l'introduire à cet univers ? Non, c'est vrai, le Spider-Man de Tom Holland se trouve actuellement dans le MCU et les seuls Spider-Man appartenant à Sony sont dégagés depuis longtemps. À moins que comme le Spider-Verse existe déjà, il y a peut-être une possibilité pour qu'il revienne. Venom est un de mes méchants préférés et bien que j'ai beau le défendre à fond depuis des années dans Spider-Man 3, le seul truc que je pourrais lui reprocher, c'est de n'avoir été présent que pendant 10 minutes. Bon, après, c'est Sony qui a foutu la pression à Sam Raimi pour qu'il le mette dans le film, alors que ce dernier ne voulait clairement pas. Et donc, Venom ne fut présent que pour plaire aux fans. Mais maintenant que Sony n'a plus à foutre la pression sur qui que ce soit, que ce personnage ait son propre film accordé sûrement au bon réalisateur, avec une ambiance parfaite pour le personnage et plus de temps à l'écran que dans Spider-Man 3, ça ne peut faire qu'un bon film. Numéro 2. Spider-Man Into the Spider-Verse.
Spider-Man est mon super-héros préféré, et j'ai bien aimé la plupart de ses films, plus ou moins. Alors oui, certains diront, quoi? Encore un Spider-Man? Sauf que détrompez-vous, chers spectateurs, car cette fois, c'est du Spider-Man en animation stop-motion, comme le film Lego. D'ailleurs, les réalisateurs de ce dernier, Phil Lord et Chris Miller, sont ceux qui sont chargés de faire ce film. Pas de Peter Parker cette fois, mais Miles Morales, qui a donc droit à sa première apparition sur grand écran. Mais aussi parce que je vous en parlais tout à l'heure avec Venom, que c'est surtout le film qui lance l'univers étendu Spider-Man, le Spider-Verse. On n'en sait pas grand-chose pour l'instant, mais le film a l'air de posséder des visuels plutôt intéressants. Je l'ai également dit tout à l'heure, on aura peut-être avec de la chance droit au retour d'anciens Spider-Man comme le témoigne cette citation. Ou la scène de fin du trailer. Wait, so how many of us are there? Je ne sais pas encore si le film sera bon ou mauvais, mais Spider-Man étant mon personnage de comics préféré et que Phil Lord et Chris Miller ont déjà fait du très bon travail avec le film Lego ainsi que les deux sympathiques Jump Street, je n'ai aucune chance d'être déçu. Avant de passer au film que j'attends le plus cette année, voici quelques mentions honorables. Deadpool 2, parce que le premier était cool, bien que maladroit par moment, et la suite a l'air d'être dans le même délire. Ant-Man 2, ou Ant-Man and the Wasp. Le premier était sympa, et le second m'enjaille beaucoup, rien qu'avec son premier très cool trailer. Solo, A Star Wars Story. Rogue One était un très bon spin-off de l'univers étendu Star Wars, j'attends de voir ce que ça donnera avec Han Solo, qui est un de mes personnages Star Wars préférés. Bien que j'ai un peu peur qu'il soit raté vu tout le bordel qu'il y a eu durant la prod. Mais bon, comme Ron Howard est aux commandes, pas trop de crainte non plus. Aquaman, parce que d'un, lui, qui a fait tout ça. Voilà. Et de deux, parce qu'Aquaman a toujours été un super-héros à moquerie, alors qu'il est bien plus. Et dans Justice League, non. Personnage vide et peu intéressant, sans moi désolé. J'espère vraiment que son film Solo va remonter la pente et qu'avec James Wan à la réal, ça ne peut faire qu'un bon film. Mission Impossible Fallout. Tom Cruise est un acteur que j'aime beaucoup et qui a fait du bon travail dans la saga Mission Impossible. J'ai notamment beaucoup aimé le dernier de Christopher McQuarrie, Rogue Nation. Et tous deux ont l'air de bien s'entendre et j'espère vraiment qu'ils vont continuer dans cette même direction pour ce 6e volet. Et le film que j'attends le plus cette année est... Bumblebee. Alors, vous ne le savez peut-être pas, en même temps je ne l'ai jamais dit, je suis un grand fan de Transformers, enfin, du moins des films. Et l'un de mes Transformers préférés est Bumblebee. Je suis également au courant que c'est la mode de dire que ces films sont stupides, bourrins et sans scénario. C'est en partie vrai. Mais à quoi est-ce que vous vous attendiez sérieusement? Je veux dire, rien que le trailer du premier film vous annonçait déjà que ça serait que de l'action stupide et bourrin. Et puis, le truc de base était déjà débile et niais, donc les films sont pareils. Ce sont de simples divertissements tels un popcorn movie, où t'es censé laisser ton cerveau dehors et profiter du spectacle. Mais bon, même moi qui adore ces films, j'avoue, je ne peux quand même pas tout laisser passer. Ni le fait que ça soit, comme je l'ai dit tout à l'heure, toujours la même chose, à savoir on reprend les mêmes et on recommence, ou on les change mais on recommence quand même. Hein? Ensuite, je ne peux aussi pas laisser passer ça, ni ça, ni ça. Et ni... What is this? The silent treatment? Prime, make something of yourself. Voilà, parce que faut quand même l'avouer, ces films ont des défauts. En parlant des films justement, que valent-ils? Eh bien, je vais vous dire ce que j'en pense. Le premier était bon, pour ce qu'il proposait du moins. Le deuxième était mauvais, vraiment, même en éteignant mon cerveau, je l'ai remarqué. Mais bon, à ne voir que pour l'action, notamment la scène de la forêt. Et en IMAX, c'est encore plus meilleur. Pour info, celui-là aussi est un plaisir coupable. Je sais pas pourquoi je chuchote comme ça depuis tout à l'heure. C'est juste que j'en ai envie. C'est tout. Le meilleur, ouais, très sympathique film, alors que le réal disait lui-même qu'il n'avait pas envie de le faire et que c'est la prod qui lui a obligé, donc il a pas forcément mis toute sa volonté dedans, mais étonnamment, ça a donné le meilleur. À voir. Pas mal pour ce 4e volet. J'aime notamment beaucoup le changement d'acteur, donnant un protagoniste plus attachant, mais aussi le nouveau design d'Optimus qui fait plus chevalier. Le 5e, quant à lui, c'est pas bon.
Mais mon Dieu que c'est pas bon. C'est clairement ce que vous reprochez à la saga Transformers Death, sauf que dans les films d'avant ça l'était pas. Mais dans celui-là ça l'est. En même temps, B a dit qu'il voulait pas le réaliser cette fois-ci aussi. Mais bon, là ça s'est beaucoup vu alors que dans le troisième film ça se voyait pas, donc grosse déception pour ce 5e volet. Mais ça reste néanmoins aussi un plaisir coupable. Donc pourquoi j'attends ce fameux film Bumblebee? Parce que d'un, c'est un de mes Transformers préférés après Optimus Prime, et de deux, parce que depuis Transformers 5, la méthode Michael Bay de on reprend les mêmes, on recommence commence vraiment à devenir lassante et qu'un peu de renouvellement serait le bienvenu. De trois, parce que Michael Bay a dit lui-même qu'il ne voulait plus réaliser de films Transformers. Donc Paramount, s'il vous plaît, écoutez-le pour une fois pour qu'on n'ait plus droit à une merde pareille. Et de 4 parce que il y a du renouvellement. Cette fois-ci, le film est réalisé par Travis Knight, qui avait déjà été oscarisé grâce à son excellent film Kubo et l'armure magique, que je vous recommande fortement, et sortira durant la période de Noël et non durant celle de l'été comme les autres films Transformers. Il a été dit que le film se concentrerait plus sur l'émotion que l'action, ce qui manquait également beaucoup au film précédent. Et on aura une histoire digne de celle du géant de fer. Le protagoniste est cette fois une enfant, dont j'ai oublié le nom, qui découvrira une veille coccinelle dans une décharge, se rendra compte qu'en fait c'est un robot muet et qu'ils vivront ensemble de grandes aventures au sein des origines de Bumblebee. Pas de teaser ni trailer à l'horizon, mais on a quand même eu droit à cette image venant du tournage. Ouais. Ah, et il y a John Cena aussi dans le film. Je ne connais pas encore son rôle ni sa qualité de jeu d'acteur, c'est dire, j'ai vu aucun de ses films, mais j'espère qu'il tapera du robot à sa façon. Non, je déconne. Le fait que le protagoniste de ce film soit une jeune femme est très intéressant et surtout que ça pourrait enfin montrer que les femmes sont autre chose que des poufs dans cette saga. Il y a vraiment une envie de renouvellement dans ce film et ça se sent. Les producteurs de Paramount Pictures l'ont enfin compris. Après 5 films quand même. Bon, je l'avoue, moi aussi après 5 films. Michael Bay est toujours à la production, mais étant donné qu'il avait dit qu'il en avait marre de cette saga, je pense pas qu'on ait grand chose à craindre. Et surtout, ce film est le lancement du début de l'univers étendu Transformers. Ouais, un putain d'univers étendu Transformers. Si ça c'est pas génial, j'espère vraiment que les producteurs, Michael Bay compris, laisseront Travis Knight faire son truc pour qu'il recrée la sensation de Kubo, mais cette fois-ci dans les Transformers. Et franchement, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Voilà, cette vidéo sur mes attentes au cinéma de 2018 touche maintenant à sa fin. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à laisser des commentaires, à la partager, à vous abonner, etc. Vous connaissez les bails. Dites-moi aussi en passant comment je me débrouille en tant que cinéphile. Désolé si j'ai été maladroit par moment, mais bon, c'est ma première en tant que telle en même temps. Merci d'être toujours aussi nombreux sur ma page, sur ma chaîne et sur mon Insta. En attendant ma prochaine vidéo, je vous dis, regardez des films, ayez votre avis. Salut tout le monde! Oh oui!